Ma mère a tendu des chaussettes à mon fils pendant que mes neveux recevaient des ordinateurs MacBooks. Ta sœur a besoin d'aide, a-t-elle dit. C'était moi qui payais leur prêt hypothécaire et j'ai dit, d'accord. J'ai répondu, alors demande-lui de payer les factures le mois prochain. Quand ils ont vu l'alerte bancaire. Le matin de Noël, mes parents ont offert aux enfants de ma sœur des appareils électroniques coûteux tandis que les miens recevaient des chaussettes achetées en gros, invoquant la pauvreté comme raison. J'ai souri, j'ai convenu que c'était juste, et j'ai secrètement annulé l'allocation mensuelle de 1650 € déguisée en revenu de mon père. Ensuite, le paiement de leur prêt hypothécaire a échoué. C'est ici que les choses sérieuses commencent vraiment. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer les répercussions. Assurez-vous d'être abonné pour voir comment cela se termine. Nous aimerions savoir, quel est l'échange de cadeaux le plus déséquilibré auquel vous ayez jamais assisté? Dites-le nous dans les commentaires. J'étais déjà à bout de force lorsque nous nous sommes garés dans l'allée de ma maison d'enfance. Le gravier a crissé sous les pneus de notre véhicule utilitaire sport, un son qui déclenchait habituellement une vague de nostalgie, mais aujourd'hui, il ne déclenchait qu'une migraine. J'avais passé les 3 dernières semaines à orchestrer une fusion logistique mondiale pour mon entreprise, dormant en moyenne 4 heures par nuit et vivant de café d'aéroport et de pure adrénaline. J'étais physiquement malade. Ma gorge était irritée. Mes articulations me faisaient mal avec une légère fièvre. Et j'étais presque certaine d'avoir des hallucinations dues à l'épuisement. Mais j'avais tenu bon. J'avais rallié mon mari, Mathieu, et nos 2 enfants, Léo et Chloé, pour faire les 4 heures de route parce que ma mère, Brigitte, avait insisté sur le fait que ce Noël était obligatoire. C'est pour la famille, Juliette, m'avait-elle fait culpabiliser au téléphone 2 jours plus tôt. Nous n'avons pas tous été réunis depuis que Justine est revenue. Ne sois pas celle qui va tout gâcher. Alors, j'étais là, ne gâchant rien, étant la bonne fille, celle sur qui on peut compter. Nous sommes entrés dans le salon, qui était une explosion de rouge et d'or. C'était parfait, le genre de scène que l'on verrait sur une carte de vœux. Mon père, Bernard, était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, sirotant un scotch bien qu'il soit à peine 10 heures du matin. Ma petite sœur, Justine, était affalée sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone, tandis que ses 3 enfants, des jumeaux de 10 ans et un adolescent de 14 ans vibraient déjà d'excitation. Vous êtes arrivés, a gazouillé Brigitte en émergeant de la cuisine. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a juste épousseté un morceau de peluche de mon épaule. Tu as l'air fatiguée, Juliette. Tu devrais vraiment mieux prendre soin de toi. Tu as l'air 10 ans plus vieille que Justine. Salut, maman. Joyeux Noël, ai-je dit d'une voix rauque, ignorant la pique. Je me suis affaissé sur le pouf, mon corps semblant lourd comme du plomb. L'échange de cadeaux a commencé presque immédiatement. Ce fut un tourbillon chaotique de papier déchiré. J'ai regardé mes parents remettre de boîtes immenses et lourdes aux enfants de Justine. La première boîte a été ouverte, un ordinateur MacBook Air tout neuf. Les jumeaux ont hurlé. Ensuite sont venues les tablettes iPad 2. Puis, pour l'adolescent, un téléphone iPhone 15 Pro. La pièce s'est remplie des cris stridents des enfants ravis. Justine s'est adossée, l'air suffisant, sirotant son mimosa. « Ouah, maman, papa, vous vous êtes vraiment surpassés, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'une fausse surprise. Vous n'auriez pas dû. Absurdité, a tonné Bernard en bombant le torse. Nous prenons soin des nôtres. Seulement le meilleur. Mes enfants, Léo et Chloé, étaient assis patiemment, les mains sur les genoux. C'étaient de bons enfants. Ils n'ont pas crié. Ils ont attendu. Enfin, Brigitte a cherché sous le sapin et a sorti un seul paquet mou et bosselé, enveloppé dans du papier de magasin tout à 1 €. Elle l'a tendu à Léo. Puis elle en a tendu un similaire à Chloé. Allez-y, a-t-elle dit, le sourire crispé. Léo a déchiré le papier. C'était un sac en plastique contenant des chaussettes de sport blanches en tube, le genre que l'on achète en paquet de 20 dans un hypermarché. Chloé a ouvert le sien, la même chose, sauf que les siennes étaient grises. La pièce est devenue silencieuse. Le contraste était si violent, si absurde, que pendant une seconde, j'ai cru que c'était une farce. J'ai regardé les 2750 € d'appareils électroniques sur les genoux de mes neveux, puis les 5 € de coton dans les mains de mon fils. Oh, a dit Léo d'une petite voix. Il a essayé de sourire.
Merci, grand-mère. J'avais besoin de chaussettes. Mon cœur s'est brisé. J'ai regardé Brigitte. J'ai regardé Bernard. J'attendais la chute de la blague. J'attendais que les vrais cadeaux sortent. Nous avons un revenu fixe, Juliette, a dit Brigitte, la voix soudain tranchante, défensive, coupant le silence avant même que j'aie prononcé un mot. Ton père et moi avons dépensé ce que nous pouvions nous permettre. Justine a eu une année difficile, étant une mère célibataire et tout. Nous avons dû établir des priorités. Tu comprends? Vous avez déjà tellement de choses. J'ai regardé Justine. Elle n'était pas une mère célibataire au sens tragique du terme. Elle était divorcée, recevait une énorme pension alimentaire et vivait dans un appartement payé par Bernard. J'ai senti un froid se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec ma fièvre. Ce n'était pas une question d'appareils électroniques, je pouvais acheter des tablettes à mes enfants. C'était le message. C'était l'affichage flagrant de la valeur, il compte. Pas vous. J'ai regardé mon père, l'homme dont je finançais l'entreprise de consultation depuis 6 ans, l'homme qui buvait en ce moment un scotch à 45 €. Nous avons dépensé ce que nous pouvions nous permettre, a répété Brigitte, me mettant au défi de faire un scandale. J'ai ravalé le cri qui montait dans ma gorge irritée. J'ai regardé mes enfants, qui enfilaient courageusement leurs chaussettes par-dessus leurs collants et leurs jeans par politesse. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. C'est juste, ai-je dit. Ma voix était calme, terriblement calme. C'est tout à fait juste. La trahison a coupé plus profondément que le virus du rhume ne le pourrait jamais. Ce n'était pas seulement un rejet de ma personne, c'était un rejet de mes enfants, financé par mon propre compte bancaire. Le reste de la matinée n'a été qu'un brouillard de nausées et de rage réprimée. Je suis restée assise là à siroter de l'eau tiède, regardant les enfants de Justine configurer leurs nouveaux appareils. Ils ignoraient tout le monde, la tête penchée sur des écrans lumineux, tandis que mes enfants étaient assis par terre, jouant au morpion avec un morceau de papier cadeau et un stylo que Mathieu avait trouvé dans sa poche. Mathieu vibrait de colère. Il avait voulu partir à la seconde où les chaussettes avaient été déballées. J'avais attrapé sa main, la serrant assez fort pour faire blanchir ses jointures, le suppliant silencieusement d'attendre. Pas encore, avais-je signalé. Pas devant les enfants. Alors, Juliette, a dit Bernard d'une voix forte, interrompant le silence. Il frimait pour le nouveau petit ami de Justine, un type nommé Charles, qui était arrivé au milieu du brunch. Comment va le petit travail en logistique? Toujours à déplacer des boîtes? Ça va bien, papa, ai-je dit d'une voix assurée. Nous venons de conclure une fusion avec un distributeur européen. Bernard a balayé l'air de la main avec dédain. Gratte-papier. Tu sais, dans mon travail de consultant, je m'occupe de stratégies de haut niveau, de la vraie vue d'ensemble. La semaine dernière encore, j'ai dû conseiller une entreprise sur la restructuration de l'ensemble de son profil de la dette. Je leur ai fait économiser des millions. J'ai vu Justine hocher la tête avec admiration. Papa est un génie, a-t-elle dit à Charles. Il est pratiquement à la retraite, mais ces entreprises ne veulent tout simplement pas le laisser partir. Elle lui paie une fortune juste pour avoir son avis. J'ai pris une gorgée d'eau pour cacher le sourire amer qui se formait sur mes lèvres. Une fortune. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique d'il y a 6 ans. Bernard, pleurant au bout du fil. Nous allons perdre la maison, Juliette. J'ai fait de mauvais investissements. S'il te plaît, tu ne peux pas le dire à ta mère. Tu ne peux le dire à personne. Cela ruinerait ma réputation. Je me suis souvenu de l'arrangement que nous avions conclu. Je transférerai 1650 € le premier de chaque mois sur un compte distinct qu'il avait ouvert. Il transférerait ensuite cette somme sur leur compte joint et dirait à Brigitte et à tout le monde que c'était ses honoraires de provision pour un contrat de consultant. Cela couvrait leurs prêts hypothécaires, leurs factures d'eau et d'électricité, et les paiements de leur voiture. Cela lui permettait de jouer au grand patron. Cela lui permettait de garder sa dignité. Et aujourd'hui, il utilisait cette dignité pour humilier mes enfants. Ça doit être agréable, a ajouté Justine en me regardant, d'avoir un travail où tu peux juste voyager tout le temps et ignorer ta famille. Je ne pourrais jamais faire ça. Mes enfants sont mon monde. C'est pourquoi maman et papa m'aident. Ils savent que je privilégie la famille plutôt qu'un salaire. L'audace m'a coupé le souffle.
Elle portait un pull qui coûtait plus cher que ma première voiture, et elle me faisait la morale sur les priorités pendant que j'étais assise là, malade et épuisée, à regarder mes enfants jouer avec des chaussettes. Nous aidons ceux qui en ont besoin, a dit Brigitte d'un ton pieux, en tapotant la main de Justine. Juliette est autonome. Elle n'a pas besoin de notre aide. Elle a à peine besoin de notre amour, semble-t-il, avec tout le travail qu'elle a. Je me suis levé. La pièce a légèrement tourné, mais j'ai verrouillé mes genoux. Nous devons y aller, ai-je dit. Je ne me sens pas bien. Vous partez déjà, a ricané Brigitte. Nous n'avons même pas mangé de tarte. Typique, toujours pressé de partir. Je crois que j'ai de la fièvre, maman. Je ne veux rendre personne malade. Très bien, a-t-elle soupiré comme si j'étais une adolescente capricieuse. Partez, mais ne vous attendez pas à ce que nous conduisions jusqu'à chez vous pour le nouvel an. Les routes sont mauvaises, et Bernard est trop occupé avec ses clients. Je comprends, ai-je dit. Pendant que nous installions les enfants dans la voiture, mon père est sorti sur le porche. Il a regardé notre véhicule utilitaire sport, puis est revenu vers moi. Et, Juliette, a-t-il dit en baissant la voix. Je pensais, avec l'inflation et tout, les taxes foncières augmentent le mois prochain. Penses-tu que nous pourrions faire passer le transfert à 1850 €, juste pour quelques mois? Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu l'arrogance dans ses yeux. Il ne voyait pas une fille. Il voyait un distributeur automatique de billets. Il voyait une ressource qu'il pouvait exploiter quand il le voulait, peu importe la façon dont il me traitait. Il croyait sincèrement qu'il avait droit à mon travail, à mon argent et à mon silence. Nous pourrons parler de finances plus tard, papa, ai-je dit en ouvrant la portière de la voiture. Joyeux Noël. Ouais, conduisez prudemment, a-t-il marmonné, se retournant vers la chaleur de la maison sans même dire au revoir à ses petits-enfants. Je suis monté sur le siège passager et j'ai fermé la porte. Le silence dans la voiture était assourdissant. C'était, a commencé Mathieu en serrant le volant, c'était le spectacle le plus répugnant que j'ai jamais vu. Juliette, dis-moi que nous avons fini. Nous avons fini, ai-je chuchoté. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué vers les transferts programmés. Il était là, consultation de papa 1650 € par mois. Prochain transfert, le 1er janvier. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Ils se croyaient intouchables. Ils pensaient que le récit qu'ils avaient tissé, celui du patriarche prospère et de la sœur en difficulté mais noble, était la réalité. Ils pensaient que je n'étais que la fille froide, accro au travail, qui continuerait à payer pour le privilège d'être insultée. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas crié, renversé la table et brûlé le sapin sur le champ, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre la dynamique de la maison de Bernard. Mon père, Bernard, était un homme qui croyait à ses propres communiqués de presse. Pendant 30 ans, il a travaillé comme cadre intermédiaire dans une usine de fabrication. Il était correct dans son travail, mais il n'était pas le titan de l'industrie qu'il prétendait être lors des dîners mondains. Il dépensait de l'argent comme s'il était le président-directeur général, abonnement au club de loisirs privés, voitures de luxe en location, costumes sur mesure. Il y a 6 ans, il a été mis à la retraite d'office licencié, en fait pour incapacité à s'adapter au nouveau logiciel. Il avait 59 ans. Il n'avait aucune économie. Il avait encaissé son plan d'épargne retraite des années auparavant pour payer le premier mariage de Justine, celui qui a duré 9 mois. C'est alors que l'appel est arrivé. Je n'ai plus rien, Juliette, avait-il sangloté. C'était la seule fois où j'avais entendu mon père pleurer. La maison est hypothéquée. Les cartes de crédit sont au maximum. Brigitte ne le sait pas. Si elle découvre que je suis un raté, elle me quittera. S'il te plaît, c'est toi qui as réussi. C'est toi l'intelligente. J'avais 30 ans. Je venais d'être promue directrice. J'avais de l'argent, mais il n'était pas infini. Mathieu et moi économisions pour acheter une maison, mais c'était mon père. Je vais couvrir le prêt hypothécaire et les nécessités de base, lui avais-je dit, mais tu dois réduire les dépenses. Je ne peux pas le leur dire, m'avait-il supplié. Laisse-moi leur dire que j'ai créé un cabinet de conseil. Transfère-moi juste l'argent, et je m'occuperai des factures. S'il te plaît, Juliette,
pour la famille. J'ai accepté. J'ai accepté le mensonge. Pendant 6 ans, j'ai envoyé 1650 € par mois, plus de 118 800 € au total. Et qu'ont-ils fait avec cet argent? Ont-ils remboursé le capital? Ont-ils épargné? Non, ils ont maintenu l'illusion. Et puis il y avait Justine. Justine avait 5 ans de moins que moi et on ne lui avait jamais dit « non » de sa vie. Elle était la créative, la sensible. Pendant que j'étudiais la logistique de la chaîne d'approvisionnement et que je faisais des stages, Justine parcourait l'Europe avec son sac à dos sur la carte de crédit de papa pour trouver son énergie. Elle était actuellement coach de vie pour personnes influentes, ce qui signifiait qu'elle publiait des citations inspirantes sur Instagram et vivait de la pension alimentaire de son deuxième mari et de l'aide de nos parents. Une aide qui provenait en fait de moi. Je l'ai regardée par la fenêtre alors que nous reculions de l'allée. Elle riait, tenant la nouvelle tablette iPad, prenant une photographie d'elle-même avec maman. Il ressemblait à une équipe, à une clique. L'antagoniste dans ma vie n'était pas un méchant portant une cape. C'était un délire collectif. C'était un système familial conçu pour drainer la vie de la personne compétente afin d'alimenter les fantasmes des personnes incompétentes. Bernard n'était pas seulement un profiteur. C'était un parasite qui avait convaincu l'autre qu'il lui rendait service. Il utilisait mon argent pour acheter l'affection de la fille qu'il aimait vraiment, puis utilisait les difficultés de cette fille pour me culpabiliser afin que je donne plus. C'était une boucle parfaite d'abus émotionnels et financiers. J'ai de nouveau regardé le téléphone dans ma main. Le bouton pour annuler le transfert était rouge vif. Je ne voulais pas seulement arrêter l'argent. Ce serait trop facile. Si je me contentais d'arrêter, ils appelleraient, ils crieraient, ils me feraient culpabiliser. Ils inventeraient un mensonge à raconter à la famille sur la façon dont je leur avais fait du tort. Non, j'avais besoin de démanteler le mensonge lui-même. J'avais besoin de laisser la vérité faire le gros du travail. J'ai appuyé sur annuler. Une boîte de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce transfert récurrent? J'ai appuyé sur oui. Puis j'ai fait autre chose. Je me suis connecté au site internet du greffier du département sur mon téléphone. Puisque c'était techniquement moi qui payais le prêt hypothécaire, j'avais forcé mon père à mettre mon nom sur l'acte de propriété en tant que partenaire silencieux il y a 5 ans pour protéger mon investissement. Bien qu'il m'ait fait jurer de garder le secret pour que maman ne voie pas les papiers. J'ai vérifié le statut du prêt hypothécaire. C'était un prélèvement automatique. L'argent était prélevé sur son compte le 5 de chaque mois. Nous étions aujourd'hui le 25 décembre. Si l'argent n'était pas sur son compte d'ici le 4 janvier, le prélèvement serait rejeté. Il avait 10 jours. Il avait 10 jours pour se pavaner et jouer au grand patron, en pensant que sa cliente de conseil, moi, allait déposer son chèque comme d'habitude. Je me suis adossé au siège et j'ai fermé les yeux. La fièvre brûlait encore, mais la nausée avait disparu. « À quoi penses-tu » a demandé Mathieu doucement. « Je pense, ai-je dit, un petit sourire sincère touchant mes lèvres pour la première fois de la journée, que la nouvelle année va être très intéressante. » Le 1er janvier est arrivé avec un silence qui était à la fois terrifiant et exaltant. Habituellement, le 1er du mois, mon téléphone vibrait à 9 h du matin avec un message texte automatisé et générique de ma banque confirmant le transfert, 1650 € envoyé à Bernard H. Consulting. Ce matin-là, le téléphone est resté silencieux. Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, regardant la lumière grise de l'hiver filtrée par la fenêtre. La fièvre était tombée, me laissant avec cette étrange et creuse lucidité qui survient après des jours de maladie. Mathieu était dans le salon et aidait les enfants à construire un château de briques Lego complexe, les sons de leurs briques qui s'emboîtent et de leurs rires discrets remplissant la maison. C'était paisible. C'était normal. Mais dans ma tête, j'étais en guerre. Je savais exactement ce qui se passait à 4 heures de route de là. Mon père, Bernard, devait vérifier son application bancaire mobile. Il actualiserait l'écran une fois, 2 fois, puis il froncerait les sourcils. Il supposerait qu'il s'agissait d'un retard dû au jour férié. Il se dirait que les systèmes sont lents à cause du jour de l'an. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps d'arrêter d'être la fille et de commencer à être l'auditrice. « Ça va » a demandé Mathieu, entrant dans la cuisine pour remplir sa tasse de café. Il a posé une main sur mon épaule,
son contact manquant dans la réalité. Je vais mieux que bien, ai-je dit, la voix basse. Je creuse. Que cherches-tu? Un moyen de pression, ai-je répondu. Si j'arrête de payer, ils vont inventer une histoire. Papa est un maître de la manipulation. Il dira aux tantes et oncles que j'ai emprunté de l'argent et refusé de le rembourser, ou que je les abandonne dans leur vieillesse. J'ai besoin de contrôler le récit avant qu'ils ne le fassent. Je me suis connecté au compte commun que je n'étais pas censé regarder. Des années auparavant, lorsque l'arrangement avait commencé, Bernard était tellement désespéré qu'il m'avait ajouté au compte juste au cas où il m'arriverait quelque chose, Juliette, pour que tu puisses gérer la succession. Il avait probablement oublié que j'avais toujours les identifiants de connexion. Il pensait que je n'étais qu'un robinet d'argent passif. J'ai cliqué sur l'historique des transactions et j'ai filtré sur les 90 derniers jours. La feuille de calcul a rempli l'écran, une autopsie numérique de leur imprudence financière. J'ai senti un œuf froid se resserrer dans mon estomac en faisant défiler. J'avais supposé que les 1650 € servaient à payer le prêt hypothécaire, les factures de services publics et peut-être l'épicerie. J'avais supposé qu'ils joignaient les deux bouts avec difficulté, comme ils le prétendaient constamment. 2 décembre, revenu, 1650 €, transfert de Juliette. 3 décembre, paiement du prêt hypothécaire, 1350 €. 4 décembre, retrait en espèces, 275 €. D'accord, c'était logique. Serré, mais gérable. Mais ensuite, j'ai regardé le mois de novembre. 1er novembre, revenu, 1650 €. Transfert de Juliette. 2 novembre, Galerie Lafayette, 415 €. 3 novembre, Magasin Nicolas, 195 €. 5 novembre, paiement du prêt hypothécaire, fonds insuffisants. Frais, 32 €. J'ai fixé l'écran. Ils avaient fait rebondir un paiement de prêt hypothécaire en novembre pour acheter des vêtements et de l'alcool. Comment avaient-ils couvert cela? J'ai fait défiler vers le bas. 8 novembre, dépôt, crédit à la consommation, 1380 €. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Ils contractaient des prêts abusifs pour couvrir les factures parce qu'ils dépensaient mon allocation pour des produits de luxe. C'était un stratagème de Ponzi de leur propre fabrication. Puis, j'ai trouvé la preuve irréfutable. La transaction de Noël. 20 décembre, dépôt, avance de fonds, carte de crédit, 3680 €. 21 décembre, magasin Fnac, 2950 €. J'ai fait le calcul. Les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, ils n'avaient pas l'argent pour ces cadeaux. Ils avaient pris une avance de fonds sur une carte de crédit, probablement à 25% d'intérêt, pour acheter l'amour de Justine et humilier mes enfants. Et ils comptaient sur mon transfert du 1er janvier pour effectuer le paiement minimum sur cette carte et couvrir le prêt hypothécaire de janvier. Mathieu, ai-je dit, la voix tremblante d'un mélange de rage et de sentiment de revanche. Regarde ça. Il s'est penché sur l'écran. Il a parcouru les lignes, les yeux écarquillés. Ils ont pris une avance de fonds, Juliette. Ils se noient et ils t'entraînent avec eux pour garder la tête hors de l'eau. Ils ne font pas que se noyer, ai-je dit, en pointant une transaction d'il y a 3 jours. 27 décembre, transfert à Justine, 460 €. Ils lui ont donné de l'argent comptant, a chuchoté Mathieu. Après les chaussettes, ils lui ont donné 460 € en espèces. Tout en me disant qu'il dépensait ce qu'il pouvait se permettre, ai-je terminé. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Appel entrant. Papa. Nous étions le 2 janvier. Les banques étaient ouvertes. L'argent n'était pas là. J'ai regardé l'écran. J'ai laissé sonner. Le téléphone a sonné 4 fois, puis est passé à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, un message texte est apparu. Papa et Juliette, bonne année. Je vérifie juste la facture de consultation. Elle n'est pas encore arrivée sur le compte. Probablement un problème informatique à la banque, non? Fais-moi savoir quand tu la renvoies. Je t'aime, papa. Le ton désinvolte m'a donné la chair de poule. Facture de consultation. Il maintenait le mensonge même dans un message texte privé, au cas où je le montrerais à quelqu'un. Il brouillait les pistes. Vas-tu répondre, a demandé Mathieu. Pas encore,
ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. J'ai besoin qu'il transpire. J'ai besoin qu'il réalise que ce n'est pas un problème informatique. C'est une résiliation. J'ai passé les 2 jours suivants dans un étrange état d'animation suspendu. Je suis allé au travail. J'ai dirigé mon équipe. J'ai préparé le dîner pour les enfants. Mais chaque fois que mon téléphone vibrait, je ressentais une décharge d'adrénaline. 3 janvier, 10 heures du matin. Papa, Juliette, est-ce que tout va bien? J'ai besoin de ce transfert aujourd'hui. Le prêt hypothécaire est prélevé demain. 3 janvier, 16 heures. Papa, décroche le téléphone. Ce n'est pas drôle. 3 janvier, 20h30. Maman, ton père est très stressé. Il dit qu'il y a un problème avec ta banque. S'il te plaît, appelle-le immédiatement. Ça affecte sa tension artérielle. Je les ai tous ignorés. Je montais un dossier. J'ai contacté un de mes amis avocats en droit immobilier, lui envoyant les captures d'écran de l'acte de propriété et de l'historique du prêt hypothécaire. J'avais besoin de connaître ma responsabilité. Tu es sur l'acte de propriété, mais pas sur le billet à ordre, m'avait répondu mon ami par courrier électronique le matin du 4 janvier. S'ils saisissent la maison, tu perds les capitaux propres, mais cela n'affectera pas ta cote de crédit. Cependant, s'ils arrêtent de payer, la banque prend la maison. Point final. C'était cela le moyen de pression, la maison, le symbole de la réussite de Bernard, la scène de leur théâtre familial. Le matin du 4 janvier, jour où le prêt hypothécaire devait être prélevé automatiquement, mon téléphone a sonné de nouveau. J'ai pris une grande inspiration. Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur ma chaise, j'ai enclenché mon mode directrice et j'ai glissé le doigt sur l'icône verte. Allô, ai-je répondu, la voix froide et détachée. Juliette, Jésus-Christ. La voix de Bernard a explosé dans le haut-parleur. Il n'était plus le patriarche jovial. Il était un animal paniqué, acculé. As-tu une idée du nombre de fois où je t'ai appelé? L'argent n'est pas là. Le prélèvement du prêt hypothécaire passe à midi. Tu dois virer l'argent tout de suite. Fais un transfert instantané. Je paierai les frais. Je n'ai rien dit pendant un instant. J'ai laissé sa panique flotter dans l'air, lourde et suffocante. M'as-tu entendu, a-t-il crié. J'ai dit, fais le virement maintenant. Je t'ai entendu, Bernard, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé papa. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Je ne l'avais jamais appelé par son prénom. Qu'est-ce que tu as dit, a-t-il chuchoté. J'ai dit que je t'ai entendu. Et je ne vais pas virer l'argent. Ni aujourd'hui, ni le mois prochain. Plus jamais. Quoi? De quoi parles-tu? Il a essayé de reprendre sa voix d'homme d'affaires raisonnable, mais elle a craqué. Juliette, ma chérie, je sais que tu es stressée par le travail, mais c'est notre accord. Mes honoraires de consultation. Nous avons un marché. Il n'y a pas de cabinet de conseil, Bernard, ai-je dit en lui coupant la parole. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'honoraires. Il y a juste une fille qui paie tes factures depuis 6 ans pour que tu puisses faire semblant d'être encore un grand patron. Comment oses-tu, a-t-il bafouillé. Je t'ai élevé. J'ai mis un toit au-dessus de ta tête. C'est du respect. C'est 1650 € par mois, suis-je intervenu. Cela fait 19 800 € par an. Et sais-tu ce que j'ai vu quand j'ai audité le compte, papa? Tu as regardé le compte? Sa voix a baissé d'une octave. La peur était palpable maintenant. J'ai vu le magasin Fnac, ai-je dit. J'ai vu les galeries Lafayette. J'ai vu l'avance de fonds que tu as prise le 20 décembre. J'ai payé pour les tablettes, papa. J'ai payé pour les ordinateurs. J'ai payé pour les cadeaux qui ont fait hurler de joie les enfants de Justine pendant que mon fils tenait un sac de chaussettes en tube. C'est différent, a-t-il balbutié. Nous devions rendre Noël spécial. Justine n'a pas tes ressources. Nous avons juste. Nous avons dépensé ce que nous pouvions nous permettre, lui ai-je cité les mots de sa femme. C'est ce que maman a dit. Nous avons dépensé ce que nous pouvions nous permettre. Mais tu n'as pas dépensé ton argent. Tu as dépensé le mien.
Tu as pris mon travail, mon temps loin de mes enfants, et tu l'as utilisé pour acheter les faveurs de ma sœur tout en donnant des ordures à mes enfants. C'était une année difficile, a-t-il hurlé, abandonnant toute défense. Tu en as plein. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Pourquoi es-tu si avide? Pourquoi comptes-tu les centimes quand ta famille est dans le besoin? Je ne compte pas les centimes, ai-je dit calmement. Je compte le respect, et le solde est de 0. Si tu n'envoies pas cet argent, le chèque du prêt hypothécaire sera sans provision, a-t-il menacé. C'est ça que tu veux? Tu veux que ta mère se retrouve à la rue? C'est ce que tu veux, rendre ta mère sans abri? Ça, c'est ta responsabilité, papa. Tu as le choix. Tu peux rendre les tablettes. Tu peux rendre les ordinateurs. Tu peux rapporter ces 2750 € au magasin Fnac, récupérer l'argent et payer ton prêt hypothécaire. Tu as jusqu'à midi. Je ne peux pas faire ça, a-t-il crié. Les enfants, ils les ont déjà ouverts. Ils les utilisent. Je ne peux pas reprendre des cadeaux de Noël. Que dirait Justine? Cela ressemble à un problème de gestion, ai-je dit. Je te suggère d'étudier la restructuration de ton profil de dette. J'ai entendu dire que tu es un expert en la matière. Juliette, s'il te plaît, a-t-il supplié, la colère se dissolvant dans un désespoir pathétique. Ne fais pas ça. Je le dirai à tout le monde. Je leur dirai que tu es cruel. Je leur dirai que tu as promis de nous soutenir et que tu nous as coupé l'herbe sous le pied. Tu seras la méchante, Juliette. Je te le jure devant Dieu. Vas-y, ai-je dit en m'adossant à ma chaise, ressentant une montée de puissance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Dis-leur. Mais n'oublie pas que si tu leur dis que j'ai arrêté de payer, tu devras leur dire que je payais pour commencer. Tu devras admettre que les revenus de consultation étaient un mensonge. Tu devras admettre que tu es fauché. Il a gardé le silence. Je l'avais mis échec et mat. Il ne pouvait pas détruire ma réputation sans anéantir la sienne. Tu es une femme froide, a-t-il craché. Je suis une femme juste, ai-je répondu. Joyeux Noël, papa. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la décharge d'adrénaline d'avoir enfin tenu tête. J'ai vérifié l'heure. 10h45. Il avait 1h15 pour trouver 1560 €. Il ne rendrait pas les cadeaux. Son ego ne le permettrait pas. Il préférerait brûler la maison plutôt que d'admettre à Justine qu'il n'avait pas les moyens d'acheter son affection. J'ai attendu. À 12h30, j'ai actualisé l'application bancaire. 4 janvier, paiement du prêt hypothécaire retourné, fonds insuffisants. 4 janvier, frais de découvert, 32 €. C'était fait. Le domino était tombé. Les répercussions ont été immédiates, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Bernard n'a pas rappelé. Il a fait le mort. Il se démenait probablement, appelant des prêteurs prédateurs, essayant de trouver un bouchon pour colmater le trou du navire. Au lieu de cela, l'attaque est venue de côté. 2 jours plus tard, le 6 janvier, mon téléphone s'est allumé avec un appel de Justine. J'ai hésité. Justine m'appelait rarement, sauf si elle voulait m'emprunter un sac à main de créateur ou me demander si j'avais des points de fidélité pour des voyages en avion qu'elle pourrait utiliser. Allô? Que as-tu fait à maman? A crié Justine. Il n'y a eu aucun préambule, aucune salutation, juste une accusation aiguë et perçante. Je n'ai pas parlé à maman depuis une semaine, ai-je dit. Elle pleure dans la cuisine. Papa est enfermé dans son bureau en train de boire. Il nous a dit ce que tu as fait, Juliette. Je n'arrive pas à te croire. Oh, ai-je demandé, ma curiosité piquée au vif. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il nous a dit que tu l'as convaincu d'investir l'argent de sa retraite dans l'une des actions à succès de ton entreprise, et que tu as tout perdu, a crié Justine. Il a dit que tu as perdu leurs économies, et maintenant tu refuses de les rembourser. Comment as-tu pu les voler? Ils sont vieux. J'ai failli rire. C'était tellement créatif. C'était tellement Bernard. Il ne pouvait pas admettre que je subvenais à ses besoins, alors il a inventé un scénario où je lui devais de l'argent. Cela préservait son statut d'homme possédant du capital et me dépeignait comme la fille incompétente et malveillante.
C'est un mensonge absolu, Justine, ai-je dit fermement. Ne me mens pas. Papa m'a montré le message où il demandait la facture de consultation. C'est de toute évidence un code pour le paiement de l'investissement. Il essaie d'être professionnel à ce sujet, mais tu les arnaques. Maman est terrifiée à l'idée qu'ils perdent la maison parce que tu refuses de débloquer leur argent. Justine, écoute-moi. Il n'y a pas d'investissement. Je paie leur prêt hypothécaire de ma propre poche depuis 6 ans. Tu es en plein délire, a-t-elle hurlé. Papa a gagné un salaire à 6 chiffres l'année dernière. Il a acheté des tablettes à mes enfants. Est-ce qu'un homme ruiné achète des tablettes? Non. Un homme qui se fait voler par sa fille avide a du mal à payer ses factures. Tu es juste jalouse parce qu'il traite mieux mes enfants, alors tu les punis. Il a acheté ces tablettes avec mon argent, Justine. L'argent que j'ai envoyé pour le prêt hypothécaire. Tu es vraiment malade. Je vais le dire à tout le monde. Je vais le dire à tante Martine. Je vais le dire à grand-mère. Tout le monde saura quelle voleuse tu es. Fais attention à ce que tu dis, Justine, l'ai-je prévenu. J'ai des preuves. Des preuves? Papa a un avocat. Il va te poursuivre en justice. Elle a raccroché. Je suis restée assise là, stupéfaite par la vitesse fulgurante de ce mensonge. Il avait utilisé Justine comme arme. Il avait transformé l'enfant prodige en son chien d'attaque. En quelques heures, mon fil d'actualité du réseau social Facebook est devenu silencieux. Trop silencieux. Puis j'ai vu une publication de ma tante Martine demandant des prières pour son frère Bernard. La trahison par la famille est la blessure la plus profonde. Le cœur brisé. Les commentaires étaient un cloaque de vagues sympathies. Tellement triste quand les enfants se retournent contre leurs parents. L'argent change les gens. Il me détruisait. Il m'isolait. J'ai regardé Mathieu. Il lisait par-dessus mon épaule, le visage violet de rage. C'est de la diffamation. Nous devons les poursuivre en justice. Non, ai-je dit en réfléchissant vite. Un procès prend des années. Ils perdront la maison dans quelques mois. Nous devons mettre fin à cela maintenant. Je dois laver mon nom publiquement. Comment? Ils ne te croiront pas. Il a été le consultant à succès pendant 6 ans. Tu n'es que la fille qui déplace des boîtes. J'ai besoin de preuves, ai-je dit. Plus que de simples relevés bancaires. J'ai besoin du tableau d'ensemble. Je suis retourné à mon enquête. J'avais les relevés bancaires, oui, mais je devais lier directement les revenus de consultation au mensonge. J'ai fouillé dans mes anciens courriers électroniques. J'ai trouvé le fil de discussion original d'il y a 6 ans, celui où Bernard me suppliait. Objet, s'il te plaît, aide-moi. Cor, Juliette, comme nous en avons discuté, si tu peux envoyer les 1650 € sur le compte se terminant par 4490, je l'étiquetterai comme consultation pour que ta mère ne s'inquiète pas. Merci. Tu me sauves la vie. Je l'ai imprimé. Ensuite, je suis retourné sur le relevé de carte de crédit. J'ai regardé l'historique. J'ai vu des frais pour le Club Med de l'île Maurice. J'ai vu des frais pour les services de location d'un véhicule de marque BMW. Puis j'ai vu une dépense en attente pour le 15 janvier, dépôt de garantie de la salle de bal du Grand Hôtel, fête du 40e anniversaire de mariage. Ma mâchoire s'est décrochée. Leur 40e anniversaire de mariage était en février. Ils planifiaient une grande fête somptueuse. Une fête qu'ils s'attendaient à ce que je paie. Et puis la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. J'ai reçu une notification de la banque. Parce que j'étais co-signataire sur le compte, pas seulement sur le prêt hypothécaire, mais sur le compte chèque lui-même, un détail que Bernard avait clairement oublié dans sa négligence, je recevais les alertes. Alerte. Compte à découvert, 415 €. Ils étaient complètement à sec. Le château de cartes ne faisait pas que trembler, il était en feu. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message texte à ma tante Martine. Moi. Tante Martine, je vois que tu es bouleversée. Il y a beaucoup de confusion. Nous venons au dîner de planification de l'anniversaire dimanche prochain. Nous devons clarifier les choses. Tante Martine. Ta mère a dit que tu n'étais pas la bienvenue. Moi. Je pense que Bernard voudra que je sois là.
dis-lui que j'apporte le portefeuille d'investissement qui l'inquiète tant. Je savais que Bernard verrait ce message. Je savais qu'il penserait que je venais pour me rendre, faire un chèque, faire taire tout le monde et sauver la face. Il penserait que son intimidation avait fonctionné. Il n'avait aucune idée que je n'apportais pas de chéquier. J'apportais un projecteur d'image. Le dîner de planification de l'anniversaire s'est tenu chez tante Martine, un vaste domaine qui avait toujours servi de terrain neutre pour les différents degrés de dysfonctionnement de notre famille. Lorsque Mathieu et moi sommes arrivés, l'allée était déjà pleine. Le véhicule de marque BMW de location de mes parents était garé juste devant, rutilant sous les lumières du Porsche, un monument de métal brillant dédié à l'argent qu'ils n'avaient pas. Mon estomac a fait un lent mouvement de retournement nauséeux, mais je me suis forcé à respirer. Je n'entrais pas seulement dans un dîner. J'entrais dans un tribunal, et j'étais le procureur, le témoin et le juge, tout cela réuni en une seule personne. « Tu as le sac ?» ai-je demandé à Mathieu. Il a tapoté la sacoche en cuir sur ses genoux. À l'intérieur se trouvait mon ordinateur portable et une pile de dossiers imprimés avec un code de couleur. Prêt à tirer. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ici? Devant tout le monde? » Ils ont rendu ça public quand ils ont menti à tante Martine, ai-je dit en détachant ma ceinture de sécurité. Ils ont traîné le public dans le théâtre. Maintenant, le public mérite de voir le dernier acte. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée. Le son des rires et des tintements de verre filtrait à travers le bois. Pendant une seconde, j'ai ressenti une pointe de culpabilité ancienne, le conditionnement d'une fille dévouée qui avait été entraînée à ne jamais faire de vagues. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Léo lorsqu'il tenait ses chaussettes en tube. Je me suis souvenu du message m'accusant de vol. Je me suis souvenu de la facture de consultation. La culpabilité s'est évaporée, remplacée par une détermination froide et implacable. J'ai ouvert la porte. La conversation dans la salle à manger s'est éteinte instantanément. 20 têtes se sont tournées. Tante Martine, oncle Stéphane, des cousins que je n'avais pas vus depuis un an. Et là, en bout de table, étaient assis Bernard et Brigitte. Bernard présentait bien. Il portait son meilleur costume, tenant un verre de vin, ayant tout l'air d'un patriarche bienveillant. Quand il m'a vu, ses yeux se sont allumés d'une lueur triomphante. Il pensait que j'étais là pour me rendre. Il pensait que la pression avait fonctionné. « Juliette » a-t-il tonné, se levant et ouvrant les bras, bien qu'il n'ait pas bougé de sa place. « Tu as réussi à venir. » Nous discutions justement du service de traiteur pour la grande fête du mois prochain. Entre. Sans rancune, n'est-ce pas? La famille, c'est la famille. Justine était assise à sa droite. Elle ne souriait pas. Elle m'a foudroyé du regard par-dessus le bord de son verre, son expression étant un mélange de suffisance et d'hostilité. « Je suis surprise que tu oses te montrer, » a-t-elle marmonné, assez fort pour que toute la table l'entende. « As-tu apporté le chèque ?» La pièce est devenue mortellement silencieuse. Tante Martine avait l'air mal à l'aise. « Allons, Justine » a-t-elle murmuré. « Ne parlons pas d'affaires à table. »« C'est bon, Martine » a dit Bernard, faisant un geste de la main avec magnanimité. Juliette et moi avons eu un petit malentendu concernant la gestion de mon portefeuille, mais elle est là pour arranger les choses. N'est-ce pas, Juliette? Il m'a regardé avec un sourire arrogant et plein d'attente. Il attendait que je sorte un chéquier, que je marmonne des excuses et que je finance son style de vie pour une autre année. J'ai marché jusqu'à l'autre bout de la table, Mathieu m'encadrant comme un garde du corps. Je ne me suis pas assise. « En fait, papa, » ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce, « tu as raison. Nous avons eu un malentendu. Et Justine a raison aussi. J'ai bien apporté les documents financiers. »« Excellent, » a dit Bernard en tendant la main. « Donne-les-moi simplement, et nous pourrons mettre toute cette vilaine histoire derrière nous. Je pense qu'il est préférable que nous passions en revue le portefeuille ensemble, » ai-je dit. Puisque tu as dit à tante Martine et à la famille que j'ai mal géré tes investissements, je veux être totalement transparente. Je veux que tout le monde voie exactement où est allé l'argent. Il est important que les parties prenantes soient informées. Bernard a froncé les sourcils, une lueur de confusion traversant son visage. Ce n'est pas le moment pour une réunion, Juliette. Juste. Je l'ai ignoré. J'ai sorti mon ordinateur portable du sac de Mathieu.
J'ai marché vers l'énorme téléviseur intelligent de 177 cm monté sur le mur de la salle à manger. Tante Martine l'utilisait pour des diaporamas pendant les fêtes. Sans demander la permission, j'ai branché le câble d'interface multimédia haute définition que j'avais apporté avec moi. L'écran s'est allumé. Le bureau de mon ordinateur portable est apparu. « Qu'est-ce que tu fais, Brigitte » a-t-elle demandé, d'une voix perçante. « Juliette, c'est impoli. » « Ce n'est pas impoli, maman. C'est une clarification. » J'ai cliqué sur le premier fichier. Diapositive 1. L'origine. Le fichier au format de document portable agrandi d'un courrier électronique est apparu sur l'écran. Il datait d'il y a 6 ans. La police de caractère était assez grande pour que tout le monde puisse lire. 2. Bernard, papa, à Juliette. Objet, s'il te plaît, aide-moi. Corps. Juliette, je t'en supplie. L'usine m'a licencié. Je n'ai aucune économie. La maison est hypothéquée. Si ta mère découvre que je suis un raté, ça la tuera. S'il te plaît, si tu peux envoyer 1650 € par mois, je pourrais prétendre que j'ai un contrat de consultant. Tu me sauves la vie. Un halètement a parcouru la pièce. Il était audible, sec et collectif. Bernard s'est figé. Son visage est passé de rougeau à blanc comme une craie en une seconde. « Éteins ça » a-t-il chuchoté. « Qu'est-ce que c'est que ça » a demandé tante Martine en plissant les yeux vers l'écran. « Bernard, tu as dit que tu avais pris ta retraite volontairement. Tu as dit que tu avais une pension. »« J'en avais une » a balbutié Bernard en se levant, faisant reculer sa chaise. « C'est un faux. Elle l'a falsifié. Ça vient de ton adresse de courrier électronique, papa, ai-je dit calmement. Mais regardons les données financières. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Diapositive 2, le flux des fonds. Une feuille de calcul est apparue. Elle montrait 6 années de transfert mensuel. Source, Juliette, compte chèque personnel. Destination, Bernard, compte chèque. Mémo, consultation de papa. Total transféré, 118 800 €. Pendant 6 ans, ai-je raconté, en regardant directement mes cousins, puis ma tante, j'ai envoyé 1650 € par mois. Ce n'était pas un investissement. Ce n'était pas un prêt. C'était une subvention pour garder un toit au-dessus de leur tête parce qu'ils ont dépensé leurs économies de retraite dans des voitures et des vacances. Mensonge, a hurlé Brigitte, debout à présent, tremblante. Bernard, dis-leur qu'elle ment. Mais Bernard ne pouvait pas parler. Il s'agrippait à la table, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson. Et pour finir, ai-je dit, la voix durcissant, parlons du vol qui inquiète tant Justine, la raison pour laquelle le chèque du prêt hypothécaire a été rejeté ce mois-ci. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. Diapositive 3, Noël 2023. C'était une comparaison côte à côte des transactions bancaires. Colonne de gauche, revenus. 1er décembre, transfert de Juliette, 1650 €. Colonne de droite, dépenses. 20 décembre, avance de fonds, crédit agricole, 3680 €. 21 décembre, magasin Fnac, tablette, ordinateur, 2950 €. 27 décembre, transfert à Justine, 460 €. 4 janvier, paiement du prêt hypothécaire, fonds insuffisants. Tu n'as pas acheté ces cadeaux, ai-je dit, en me tournant pour regarder Justine. Elle fixait l'écran, la bouche bée, le visage étant un masque d'horreur. C'est moi qui les ai achetés. Papa a pris l'argent que j'ai envoyé pour la maison, plus une avance de fonds à taux d'intérêt élevé, pour acheter des appareils électroniques à tes enfants et jouer les héros. Et à cause de ça, le paiement du prêt hypothécaire a rebondi il y a 3 jours. J'ai pointé l'écran du doigt. Voilà l'investissement que j'ai soi-disant volé. J'ai simplement arrêté de verser l'allocation. Et à l'instant où j'ai arrêté, le cabinet de consultation a fait faillite. Le silence dans la pièce était absolu. Il était lourd, suffocant, et total. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur depuis la cuisine. Tante Martine s'est levée lentement. Elle a regardé l'écran, puis Bernard. Son visage n'était pas en colère. Il exprimait un cœur brisé. « Bernard » a-t-elle dit doucement.
Est-ce vrai? As-tu vécu au crochet de Juliette pendant tout ce temps? Bernard a regardé autour de la pièce. Il a vu le jugement dans chaque paire d'yeux. Il a vu la façade qu'il avait si soigneusement polie pendant des décennies voler en éclats pour devenir une poussière irréparable. A-t-il étouffé? Elle a proposé. Elle voulait t'aider. Tu m'as dit qu'elle t'avait volé, a dit tante Martine, la voix tremblante. Tu as demandé à la famille de prier pour toi parce que ta fille était une voleuse, et pendant tout ce temps, elle était la seule raison pour laquelle tu n'étais pas à la rue. Et toi, ai-je dit en me tournant vers maman, tu m'as dit que tu avais dépensé ce que tu pouvais te permettre. Tu avais raison. Tu m'as dépensé, moi. Justine a soudain éclaté en sanglots, mais ce n'était pas des larmes de contrition. Alors, je dois rendre les tablettes, s'est-elle lamentée. Ce n'est pas juste. Les enfants les adorent. Tu ne peux pas les reprendre maintenant. Je ne veux pas les récupérer, ai-je dit en débranchant mon ordinateur portable et en le fourrant dans le sac. Gardez-les. Ils vous ont coûté la maison de vos parents. J'espère qu'ils en valaient la peine. J'ai regardé Bernard une dernière fois. Il s'était renfoncé dans sa chaise, ayant l'air petit, vieux et vaincu. L'arrogance avait disparu. J'en ai terminé, papa, ai-je dit. La banque te contactera au sujet de la saisie immobilière. Je te suggère de répondre au téléphone. J'ai fait signe à Mathieu. Nous partons. Juliette, attends, a interpellé tante Martine, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai marché hors de la salle à manger, dans le couloir, et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai entendu l'explosion de voix éclater à l'intérieur de la maison, les cris, les pleurs, les accusations. J'ai pris une grande inspiration de l'air glacial. Cela m'a fait mal aux poumons, mais l'air m'a paru plus pur que tout ce que j'avais respiré depuis des années. Ça va, a demandé Mathieu en me prenant la main. Non, ai-je dit en regardant la maison une dernière fois, mais ça ira. Les conséquences n'ont pas été une rupture rapide et nette. Ce fut un effondrement lent et écrasant. Bernard et Brigitte ont essayé de limiter les dégâts, mais les preuves avaient été trop viscérales, trop publiques. Tante Martine, d'habitude la pacificatrice, a refusé de parler à Bernard pendant des mois. Le mensonge au sujet du mauvais investissement était une insulte trop grande pour être pardonnée. Sans mon injection mensuelle d'argent liquide, la réalité s'est abattue sur mes parents avec une vitesse brutale. Ils n'ont pas pu refinancer la maison parce que leur code de crédit était détruite par des années de dettes cachées et les récents retards de paiement. La procédure de saisie immobilière a commencé en février, ironiquement, la même semaine où la fête de leur 40e anniversaire de mariage devait avoir lieu. Il n'y a pas eu de fête. En avril, la maison, ma maison d'enfance, a été vendue par une vente à découvert pour couvrir le billet de la banque. Ils sont repartis avec rien. Aucune valeur nette, aucune économie, juste quelques boîtes de vêtements et les meubles qu'ils pouvaient faire entrer dans un camion de déménagement. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans une ville voisine. C'était une descente vertigineuse par rapport au prestige de la banlieue auquel ils s'étaient accrochés, mais c'était la réalité. Justine a été le dommage collatéral que je n'avais pas totalement anticipé, mais que je ne pouvais me résoudre à regretter. Avec maman et papa ruinés, la banque de Bernard était fermée. La pension alimentaire n'était pas suffisante pour couvrir son style de vie sans les dons supplémentaires. Elle a dû vendre son appartement. Aux dernières nouvelles, elle avait emménagé dans la 2e chambre de l'appartement de mes parents avec ses 3 enfants, 5 personnes, 3 générations, et beaucoup de ressentiments entassés dans 90 mètres carrés. Je n'ai pas rendu visite. Le silence de mon côté était absolu. J'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué leurs courriers électroniques. Quand les émissaires de la famille élargie ont essayé de me contacter, ce sont tes parents. Ils souffrent. Je leur ai simplement transféré la feuille de calcul. Les messages ont cessé. Mathieu et moi avons utilisé les 1650 € par mois pour créer un nouveau fonds. Nous l'avons appelé le fonds de la joie. Cet été-là, nous avons emmené Léo et Chloé dans un chalet au bord d'un lac. Il ne s'agissait pas d'appareils électroniques coûteux ou de frimer pour le réseau social Instagram. Il s'agissait de pêcher sur le quai, de faire griller des guimauves et d'écouter le chant des oiseaux plongeant huard à travers l'eau. Un soir, j'étais assise sur le porche, regardant le soleil se coucher sur les pins. Léo courait dans l'herbe,
portant une paire de chaussettes de randonnée de haute qualité que je lui avais achetées. Il les adorait. « Maman » a demandé Chloé, en grimpant sur mes genoux. « Est-ce que grand-mère et grand-père viendront nous rendre visite un jour ?» J'ai caressé ses cheveux en réfléchissant à la question. J'ai pensé à la manipulation, aux mensonges, aux chaussettes et aux tablettes. J'ai pensé à la paix que je ressentais à cet instant, une paix dont j'ignorais l'existence. « Non, ma chérie », ai-je dit doucement. « Ils ne viendront pas. »« Pourquoi pas ?»« Parce que, » ai-je dit, en embrassant le sommet de sa tête, « parfois les gens se perdent dans leurs propres histoires et tant qu'ils n'apprennent pas à dire la vérité, ils ne peuvent pas faire partie de la nôtre. » J'ai regardé l'eau. Mon téléphone était dans le chalet, éteint. Mon compte en banque augmentait. Mes enfants étaient heureux. J'avais perdu mes parents, oui, mais ce faisant, je m'étais enfin trouvé moi-même. Et en regardant le sourire sur le visage de mon fils, j'ai su que l'échange était plus que juste.